Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau parisien de Télé-Sud. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour savoir quel est le jour important, celui qui restera dans les mémoires pour l'année 2022 en politique étrangère. Et c'est le 24 février, évidemment, le jour où les blindés russes ont enfoncé la frontière ukrainienne. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait d'ores et déjà que le monde a radicalement changé et les rapports de force ont évolué, qu'un nouveau chaos, un nouveau désordre s'est établi. En 2001, c'était le 11 septembre, bien sûr. Et en 2021, eh bien, c'était le 15 août, quand les talibans sont entrés dans Kaboul, quand l'Afghanistan est tombé, quand la réalité a écrasé la fiction d'un État de droit, d'une démocratie importée, d'un gouvernement, d'un pays en reconstruction, quand l'Occident s'est carapaté le 15 août, anniversaire funeste. Bonjour David Martinon. Bonjour Vincent Hervouet. Vous étiez aux premières loges, vous saviez que ça allait arriver, vous saviez même comment ça allait se passer. Vous avez fait face, vous avez sauvé ceux dont vous étiez responsable, les Français évidemment, mais aussi les Afghans qui avaient travaillé pour la France, nos amis, et vous avez vécu cette Bérésina, cette retraite d'Afghanistan, et vous racontez par le menu 7 journées, celles qui ont précédé, les 8 jours qui ont suivi. Ça s'appelle donc les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. Alors c'est un livre assez extraordinaire parce que les ambassadeurs ont l'habitude de raconter leurs mémoires, et vous êtes ambassadeur d'Afghanistan, mais là, ce sont des mémoires sans précédent. C'est vraiment... Et puis d'abord, vous n'avez pas fini votre carrière, loin de là. L'avenir le dira. Vous êtes toujours ambassadeur d'Afghanistan, oui, de France en Afghanistan. Absolument, relocalisé à Paris, mais j'exerce toujours cette fonction. Donc, juste sans qu'il y ait... Ça fait 3 ans quand même. Ça fait, oui, 33 mois en Afghanistan, plus 7 mois à Paris. Alors, il faut quand même rappeler, dire 2 mots de vous. Vous êtes diplomate de carrière, vous avez eu plusieurs vies, vous avez été conseiller du ministre Sarkozy, puis porte-parole de la présidence de la République, la politique comme une passion. Et puis, vous avez repris votre métier, la fonction publique, vous servez la France, vous êtes un des maîtres d'œuvre de sa diplomatie, vous vous êtes occupé du numérique, et ensuite, vous avez été nommé donc à Kaboul, c'est-à-dire, le numérique, c'est un ambassadeur à Paris. Ambassadeur de France à Paris. Oui, c'est ce qu'on appelle un ambassadeur itinérant. C'est-à-dire qu'il est à Paris pour travailler avec toutes les équipes du ministère des Affaires étrangères et de l'interministériel, et il se déplace en fonction des négociations internationales. Et là, après, vous avez été nommé à Kaboul. Là, c'est un ambassadeur aussi assez particulier, parce que c'est un ambassadeur sans petit four, sans chocolat. En fait, c'est tout ou rien, vos postes. Oui, c'est ça. Mais j'étais très content. J'étais très heureux de cette expérience, qui était effectivement assez anormale. C'était pas une vie normale. C'était une vie sous haute sécurité, dans un contexte très particulier. Alors, le livre est, je le disais, absolument passionnant. C'est un reportage embedded, embarqué, comme on dit. C'est un vrai reportage. Et c'est la décomposition accélérée d'un régime, d'une société. Et puis, comment on fait face. Et en même temps, c'est un magnifique reportage sur la façon dont vous avez vécu au cours de ces 3 années. Vous étiez entouré d'une équipe de flics d'élite, en quelque sorte, auquel vous rendez longuement hommage. On va en parler. Alors, je vais d'abord commencer, comme les profs, par les critiques. Première page du livre de David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan. Première page. On découvre une chose, c'est qu'on est ignorant. On découvre que l'on ne dit pas les talibans, on dit que Kaboul est en train de tomber aux mains des talibans. Oui, du genre. Taliban, c'est une convention d'écriture en réalité, puisque en dari ou en pashto, on dit Taliban. Taliban qui veut dire étudiant en théologie. Talib. Et donc le plus proche de la prononciation, c'est Taliban. Voilà. Vous avez toujours eu ce goût, ce goût du langage et des mots étrangers. Si vous le dites. En l'occurrence, c'est le goût de l'Afghanistan qui m'a intéressé. Je vous étudie depuis longtemps, donc je sais ça. C'est exact. Alors, la deuxième critique, alors là c'est incroyable, c'est le goût des sigles.
Oui. Vous avez vécu avec des militaires, des policiers, vous avez été contaminé. Alors, j'ai moins le goût qu'eux. Ah, mais le HQRS, phrase de la deuxième page. Le soutien médical de l'ancienne base HQRS est transféré à KAIA. Oui, alors tous ces cycles sont expliqués quand même, je rassure les lecteurs. Mais c'est comme ça que c'est comme c'était dans le langage courant. Effectivement, on parlait de HQRS pour Headquarters Resolute Support, donc le quartier général de la mission de l'OTAN. Et KAIA, Ouais. c'est quand même plus facile de dire KAIA que Hamid Karzai International Airport. Ouais. On peut dire l'aéroport, tout simplement. On peut dire l'aéroport, mais il faut préciser que c'est l'aéroport international Civil. de Kaboul. Exactement. Bon, l'avantage des sigles, qu'on comprend tout de suite, parce que vous mettez quand même la traduction à côté, l'avantage indéniable, c'est qu'on plonge les deux pieds dedans tout de suite. Oui, Hein? il n'y a pas de transition. Alors, le livre est composé en 3 parties. La première, c'est le récit de ce qui s'est passé le 15 août. Pratiquement quart d'heure par quart d'heure, vous racontez comment, au réveil, vous comprenez que... Qu'il n'y en a plus pour longtemps. oui, que le compte à rebours est lancé et que c'est une question de... Et ça s'accélère au fur et à mesure de la journée. Exactement. Ouais, Ça va de plus en plus vite. ouais. C'est-à-dire qu'on se réveille on se réveille très tôt parce que la veille au soir, déjà, on avait appris la chute de Mazar-e-Sharif, qui est la capitale du Nord. Et donc, en fait, il ne reste plus que 2 villes importantes qui sont encore aux mains de la République, Jalalabad à l'est et Kaboul. Et quand on se réveille, on apprend que Jalalabad est tombé. Et nous avions, puisqu'on s'était préparé longtemps à l'avance, parce que moi j'avais indiqué 15 mois avant à mes autorités à Paris que probablement le scénario qui s'imposerait, c'était celui d'une victoire rapide et complète des talibans après le départ du dernier soldat étranger. Et donc ça nous avait laissé une grosse année pour planifier et préparer. Et donc dans ce travail de planification, nous avions défini nos jalons. Les jalons, c'est-à-dire ces critères qui permettent de dire, à ce moment-là, il faut fermer l'ambassade, il faut partir tout de suite à l'aéroport. Et en l'occurrence, la chute de Jalalabad, qui est à 3 heures de route de Kaboul, pour moi, c'était l'indication qu'il fallait partir sans délai, parce qu'on avait probablement 48 heures devant nous. Et alors vous découvrez d'ailleurs que ça va aller très vite quand une des premières annonces de ce matin du 15 août, c'est quand vous apprenez que le plus jeune des frères Haqqani est nommé gouverneur d'une province... la province de Jalalabad. Voilà, Pashtun. Et donc, Haqqani, c'est la famille qui règne finalement sur les kamikazes, ceux qui font les attentats les plus sanglants en ville. Ouais. C'est le réseau terroriste à l'intérieur de cette mouvance terroriste que sont les talibans. C'est exactement ça. C'est le père, Jalaluddin Haqqani, qui avait créé ce groupe, qui venait de l'est de l'Afghanistan, qui s'était illustré dans la lutte, dans la résistance contre les soviétiques, et qui était assez largement financé par notamment les Saoudiens pendant la période de la résistance contre les soviétiques, et qui est devenu un allié objectif des talibans à partir de 94-95, et qui en est en réalité devenu le bras armé dans les villes, comme vous l'avez dit, en charge du terrorisme urbain. Et Anas Haqqani est le jeune frère de Suraj Haqqani, qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire le vrai patron, en réalité. Un des patrons. Ah oui, allez, c'est très indistinct. Bon, voilà. On va pas parler de l'Afghanistan aujourd'hui, bien que d'un mot quand même. On a l'impression que depuis le 15 août, de temps en temps, on a une nouvelle qui arrive comme ça. Les jeunes filles sont interdites d'enseignement ou autre. On a l'impression que le pays est tombé dans un trou noir. Oui, c'est incontestable. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous avons appris donc mardi dernier exactement que l'engagement de ce régime taliban d'autoriser à nouveau les filles à retourner à l'école n'allait pas être tenu. Donc comme ça a été annoncé le lundi soir, et bien, le mardi matin, les jeunes filles sont allées à l'école et en sont reparties tout de suite, en général en larmes, parce qu'évidemment...
nier leur droit à l'éducation, c'est nier leur droit tout court, leur dignité, leur vie sociale, existence. Voilà. Évidemment. Bon, mais en dehors de quelques nouvelles qui remontent à la surface et qui sont toujours pleines d'une forme de tristesse d'ailleurs, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer. On a l'impression que le pays est passé à la trappe de l'histoire. Oui, il se rappellera à nous bientôt. D'accord. Alors, revenons au 15 août. Donc, la partie du livre, le 15 août. Après, vous racontez comment, connaissance du monde, l'Afghanistan que vous avez connu pendant 3 ans, que vous avez vu cet univers absolument factice, les problèmes que vous aviez, vous, en tant qu'ambassadeur de sécurité permanent, l'action que vous avez essayé de mener. Et puis, la troisième partie, après la chute de Kaboul, l'évacuation de la ville, comment on en sort, hein, et dans quel chaos vous avez été plongé. Vous savez bien, il y a plein de litotes dans votre expression, il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment passionnant, c'est un vrai thriller. Hein. Il faut le lire vraiment comme un témoignage, comme des pages arrachées de votre carnet. Vous avez écrit ça comment ? Vous aviez pris des notes au fur et à mesure ? Je n'en ai pas pris pendant 33 mois, mais on a des règles en gestion de crise qui consistent à, comme on avait 2 points quotidiens avec Paris, moi je préparais ces réunions, je disais exactement ce qui se passait, ce dont j'avais besoin, et je prenais des notes. Donc c'était des notes en réalité horodatées. Et c'est pour ça que le livre est dans une certaine mesure horodaté. Il n'est pas seulement daté, il est horodaté. Ouais. Parce que les enchaînements, l'enchaînement des faits se passait parfois à la minute près. Alors, l'avantage, c'est que effectivement, ça est très documenté. On rentre immédiatement dans la familiarité. On découvre Roméo, Nico, JC, Fox, Gringo, tous les gens qui vous entourent. Vous êtes entouré vraiment de policiers formidables. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est un petit peu à quelle espèce ils appartiennent. Donc, il y a les policiers du RAID. En effet, il y a les opérateurs du RAID. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour rendre hommage à toute cette équipe. Et donc, certains ont vocation à être dans l'espace public, ce sont les diplomates qui ont également pris des risques, donc ils sont nommés par leur nom et de famille. Mais tous les autres, comme vous l'avez dit, là en l'occurrence les opérateurs du RAID, ce sont leurs codes radio, parce qu'ils doivent rester anonymes. Ouais. Les agents de la DGSE également, leur identité est fictive, parce qu'ils ont besoin du secret pour travailler. Vous dites nos collègues de la DGSE, comme si vous apparteniez vous-même au RAID, finalement. C'était une équipe, c'était l'équipe de l'ambassade. Tout le monde, j'étais le chef d'équipe, et donc j'ai envie de dire que... bien ? Formidablement bien. Vraiment. Et même les soldats du commandement des opérations spéciales, donc en l'occurrence du commando parachutiste de l'air numéro 10, qui nous ont rejoints dans la nuit du 16 au 17, et dont je parle également avec des identités fictives, se sont parfaitement coulés dans cette équipe, et il y a eu une cohésion, effectivement. Ils vous ont donné un sweatshirt ou pas ? J'ai le sweatshirt. Vous le portez le week-end avec une barre de 3 jours ? Je le porte les jours pair, le week-end, parce que il est très agréable à porter et ça me fait plaisir de le porter. Et les jours impairs, je mets celui du RAID. D'accord. Vous êtes devenu Fanamidi. Disons que non, je ne suis pas devenu Fanamidi, ou alors Fana Police aussi, ou Fana DGSE, mais j'ai beaucoup apprécié de travailler avec... Vous en parlez avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Oui. On sent que ce sont des gens de bonne compagnie. Oui. Alors qu'on se dit en vous lisant, bon sang, il a passé 3 ans dans un commissariat. Non, ce sont des compagnons de vie formidables, avec un savoir-faire, des compétences remarquables, et une capacité à s'adapter qui est due à leur formation, à leur aguerrissement. Ce sont des policiers extrêmement aguerris, et les autres également, qui nous ont quand même permis de faire des choses qui n'étaient absolument pas prévues dans leur mission. Oui. Alors, ça, vous leur rendez hommage, et vous racontez en plus... Et dans le livre, qui est un témoignage, qui est la démonstration, finalement, qu'on peut faire beaucoup de choses en respectant les règles, mais en ayant avec un peu de témérité et beaucoup d'intelligence. Des brouillardises à la française. Oui, voilà, à la française.
hein, c'est ça. Mais on croise aussi dans votre ouvrage, il y a des moments très lumineux, on croise des gens absolument extraordinaires. Vous avez ce chirurgien footballeur, par exemple. Le docteur Najiboullah Bina, qui est le chirurgien en chef de l'Institut médical français de la mère et de l'enfant, qui est cet hôpital que la France, avec l'ONG La Chaîne de l'Espoir, ont fondé à Kaboul, qui est un hôpital d'une très très grande sophistication. Et le docteur Bina, qui a été formé à Kandahar, qui vient de Kandahar, qui a été formé à Kaboul, mais aussi aux hospices de Lyon et à Saint-Étienne, est aujourd'hui un des meilleurs chirurgiens cardiaques au monde, parce que ce qu'il faisait à Kaboul, c'était du niveau de sophistication de ce qui peut se faire à l'hôpital Necker, par exemple, sauf que là où ses collègues français opèrent peut-être 120 fois par an, lui opère 300 fois par an. Et donc, c'est l'homme aux 5000 vies sauvées. Voilà. Et en ce moment, il fait des missions pour cette ONG, La Chaîne de l'Espoir. Il était au Mali il y a quelques jours. Et à chaque fois, il passe une semaine, 10 jours dans les hôpitaux fondés par La Chaîne de l'Espoir et la France. Et il sauve des vies. Voilà. Ouais. Et il était footballeur. Et il a fait de la prison. Il a fait de la prison du temps des talibans. C'est quand même pas si fréquent. Hein. Ouais. Donc, vous montrez comme ça, vous avez des petits coups, des portraits de gens formidables. Et vous évitez de vous appesantir sur l'ombre. Parce que quand même, vous avez vécu dans un univers épouvantablement corrompu, quand même, ce gouvernement afghan. Alors vous le dites dans votre livre, mais il s'est décomposé. Les talibans n'ont même pas eu à combattre, finalement, quand ils sont rentrés dans Kaboul. C'est vrai, et même avant, entre mai et juin, qui est le temps fort de la reconquête par les talibans, il y avait des semaines où ils prenaient des centaines de districts de police sans combattre. Voilà. Parce qu'en effet, les soldats de l'armée afghane rendaient les armes, mais aussi, il faut comprendre, ils rendaient les armes parce qu'ils n'étaient pas payés, qu'ils n'avaient pas de nourriture, qu'ils n'avaient pas de munitions. Et donc, à un moment, vous pouvez vous battre pour votre pays, on le voit pour les Ukrainiens, mais se battre pour un président corrompu, sourd au dialogue, et qui essaie surtout de défendre ses intérêts, à un moment, et qui a filé 3 heures après. La question. Oui, vous n'avez même pas tenu 3 jours. Non. Vous dites à la fin de votre premier chapitre, à la fin de la première partie qui raconte le 15 août, Kaboul est prise. En fait, non, Kaboul n'est pas prise, Kaboul est tombée. Kaboul est tombée comme Kaboul tombe comme Kaboul est à peu près toujours tombé de la même manière. C'est-à-dire que Kaboul a rarement été défendu. Alors, son histoire. Votre expérience quand même, quand vous arrivez en Afghanistan, c'est un pays dont vous avez rêvé quand vous étiez adolescent. Vous avez lu, comme tout le monde, pourrait-on dire, Joseph Kessel, et puis de grands auteurs. Hein. Et en fait, c'est à l'image de ce que vous attendiez, c'est vraiment l'aventure. C'est une aventure, ce n'est pas la même que celle qu'ont vécue nos prédécesseurs, qui pouvaient se promener dans tout le pays, peut-être à cheval. Là, c'était différent. Moi, j'arrivais à sortir de l'ambassade parce que j'avais une escorte très compétente, mais c'était une prise de risque à chaque fois. Donc, je n'ai pas pu aller partout. Je suis allé à Bamiyan, je suis allé à Mazar-e-Sharif, à Herat, dans le Panjshir. À chaque fois, c'est un gros effort. À chaque fois, c'est tout un dispositif. C'est la sécurité. Les questions de sécurité, mais sont tellement, c'est tellement lourd hein, qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie quand même pour essayer de découvrir. Oui, mais c'est une impasse que vous n'avez pas le droit de faire, parce que moi, j'ai eu un projet terroriste contre moi. Si on n'avait pas fait le travail de reconnaissance, d'analyse de la situation, je ne serais peut-être pas là en train de parler avec vous, donc c'était indispensable. C'est quand ils vous attendaient et que les voitures devaient être prépositionnées et que, en fait... Je voulais faire un déplacement pour inaugurer un hôpital financé par la coopération française et un de ceux que vous avez cités était en charge de la reconnaissance et il est revenu me voir en disant qu'il ne sentait pas l'affaire, qu'il n'arrivait pas à avoir tout le dispositif dont il avait besoin pour assurer ma sécurité et celle de l'équipe. Et donc, je n'ai pas insisté. J'ai dit, dans ces conditions-là, on ne peut pas le faire. Je ne voulais pas faire prendre des... Et après, quelques jours après, nous avons appris par nos camarades de la DGSE qu'il y avait eu un projet terroriste sur moi.
Alors vous apprenez, ça c'est la deuxième partie de l'ouvrage, vous apprenez vraiment toutes sortes de choses qui ne sont pas habituelles pour un diplomate, pour un haut fonctionnaire. Vous apprenez à reconnaître des explosifs, hein, par exemple. Oui, c'est vrai, ça j'ai fait partie du imposé bagage. ça. J'ai imposé cet entraînement à toute l'équipe, et en particulier aux diplomates, parce que d'abord, je considère que ça fait maintenant partie de la culture générale des diplomates. Parce que les mines magnétiques, les roadside bombs, les explosifs improvisés, ce sont des phénomènes qu'on retrouve dans beaucoup de théâtres, en Irak, en Syrie, etc. Et donc il faut que les diplomates aient conscience de ça, d'abord parce que c'est un enjeu, et ensuite pour leur sécurité. Et on ne peut pas, dans certaines circonstances, chacun doit prendre sa part. Si on vous cloque une mine magnétique contre votre voiture, si vous blindez, si vous ne sortez pas dans les 5 secondes, vous y restez. Bien sûr. Donc il faut s'entraîner. Bien sûr. Alors, et il faut s'entraîner aussi. J'ai aussi imposé qu'on apprenne à se mettre son garrot, voilà, à la jambe, au bras, parce que dans ces conditions-là, c'est pas une garantie de survie si vous êtes blasté, mais c'est nécessaire. Les reporters sont passés par là. Oui. Eux aussi ont appris les gestes de survie qu'on ignorait totalement il y a 40 ans. Et maintenant, ils partent avec le pactage complet. Mais les diplomates, ils sont venus et vous avez un métier dangereux. Est-ce que c'est une drogue dont on peut se passer, ça ? Je vous dirai. On verra. Parce qu'en général, celui qui était à Bagdad peut aller à Kaboul, etc. On rentre dans un Alors, je vais vous faire une réponse un peu plus complète. Bien sûr, c'était de la diplomatie. Hein. C'était un métier, c'est une expérience de diplomate, mais c'est sûr un peu sous stéroïdes. Et donc, c'est sûr que je me suis demandé si j'allais pas m'ennuyer après. J'ai même candidaté pour Bagdad, vous voyez. Après, j'ai quand même compris que ma femme et mes enfants n'étaient pas trop pour. Et je me suis dit aussi qu'on est tous rentrés de Kaboul, on est tous rentrés à la maison, que d'une certaine manière, on était un peu des miraculés parce qu'on aurait pu avoir des pertes au moment de l'attentat du 26 août. Et que peut-être que j'avais un peu épuisé mon capital chance et qu'il ne fallait pas trop tirer sur la corde. Voilà. Oui, sur la corde. La vie est comme un bouton sur la veste. C'est un proverbe irakien. Saute vite. Alors, vous racontez à la Légion étrangère, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, de l'armée britannique et les Gurkhas assuraient la sécurité de l'ambassade. Absolument. C'était une entreprise privée qui recrute. En général, les sociétés de sécurité à Kaboul, et d'ailleurs ailleurs dans le monde, recrutent facilement les Gurkhas, donc ces soldats d'élite népalais et indiens, parce qu'ils sont extrêmement méticuleux, professionnels, extrêmement courageux, très bons tireurs, très endurants. Et je les considérais également comme faisant partie de l'équipe. Bon. Quelle a été la plus grande difficulté que vous ayez eue une fois que vous avez été évacué donc sur l'aéroport, non sans mal, et toute l'équipe derrière après vous, alors que l'ambassade avait été envahie par des centaines de gens qui cherchaient refuge? Avec mon accord. Avec votre accord, que vous avez réussi à évacuer pour ceux que vous aviez retenus. Quelle était la plus grande difficulté quand vous avez été à l'aéroport? Je vous pose la question différemment, parce que là, vous me raconteriez votre livre, et il faut le lire, c'est pas publié aux éditions de l'Observatoire. Quel est votre regret? J'ai du mal à discerner. Un regret général de ne pas avoir pu sortir plus de monde à ce moment-là. Mais vous avez fait ce que vous avez pu. On a fait ce qu'on a pu dans un délai qui était bref et qui nous était imparti, qu'on a essayé d'utiliser à plein. Pour répondre à votre question, la difficulté, c'était en réalité d'arriver à faire entrer dans l'aéroport ceux que nous voulions mettre en sécurité, alors même que la foule était telle que faire entrer quelqu'un, c'était un effort considérable. Ouais. C'est-à-dire que quand vous aviez 3 portes à l'aéroport, quand vous avez 15 000 personnes devant une porte, les Marines ne l'ouvraient pas. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir une porte dans ces conditions. Donc, il y avait les talibans qui avaient leur checkpoint à Kaboul, et c'est une difficulté de sortir de la ville, et vous aviez la foule autour de l'aéroport, et verrouillant les portes, les Américains. Les Marines, les Turcs... Donc effectivement, c'était très compliqué. On voit dans votre ouvrage comment vous arrivez à, justement avec cette débrouillardise, avec ce courage, avec cette expérience, des gens qui vous entourent, à passer ces obstacles. Mais
il y a une chose qui est très frappante, c'est que vous n'avez aucun reproche à adresser aux Américains. C'est-à-dire, leur équation était... Il y a plusieurs moments, mais à ce moment-là, ce qui est difficile pour eux, c'est que, d'abord, ils ne sont pas dans la même situation que nous. Et aucune autre nation n'était dans la même situation que nous, puisque nous avions évacué nos employés afghans bien avant. Et donc, en réalité, au 15 août, tout ce que nous avons pu faire comme évacuation, c'était presque du bonus, si je peux utiliser cette expression. Oui. C'est-à-dire, c'était des gens dont je savais qu'ils étaient en danger de mort immédiate s'ils étaient arrêtés. Et donc, on a mis l'accent sur eux, des gens qui avaient aidé la France, des gens qui avaient vraiment été des soutiens de la République afghane, mais désintéressés, des gens intègres, etc. Alors que tous les autres avaient en réalité des listes extrêmement nombreuses, pléthoriques de gens qu'ils devaient mettre en sécurité parce que c'était leurs collaborateurs afghans. Donc, ils ont pensé à eux, mais je ne peux pas leur en vouloir au sens où leur première responsabilité... Vous n'en voulez pas à la diplomatie américaine de ne pas avoir exigé des talibans le respect des engagements pris en échange de l'évacuation dans les délais, de ne pas avoir verrouillé quand même la passation des pouvoirs, un minimum de continuité? Les talibans vous diraient qu'ils ont respecté l'accord américano-taleb de Doha. Probablement. C'est l'accord qui était mauvais. Mais je vais vous dire, moi je pense que la clé qui explique cette situation terrible où les Américains et nous tous, on était coincés dans cet aéroport à essayer de faire rentrer autant de monde possible et c'était compliqué, c'est que, donc ce chaos, on peut dire que c'était un chaos. Et la fuite est perdue des Afghans. Oui, on peut l'expliquer par le fait que quand le président Biden, donc le 14 avril, il me semble-t-il, dit qu'il n'y aura plus personne de l'OTAN et des Américains en Afghanistan en septembre, il y a deux voies. C'est-à-dire le général Miller, qui est le chef de toutes les forces étrangères en Afghanistan, lui, il comprend qu'il a 4 mois pour faire sa manœuvre de retrait tactique. Et donc, comme tout bon militaire, il sait qu'il doit la faire en 2 mois. Voilà. Et il termine d'ailleurs avec 24 heures d'avance. Et il termine, il fait son travail très correctement, il n'y a pas de perte, et tout le monde embarque. Alors que l'ambassadeur américain, lui, doit faire son travail de porte-parole de son président et dire « ça va bien se passer ». Vous avez quand même conscience que c'est un désastre pour l'image des États-Unis? On fait la politique étrangère de son peuple, et je pense que le peuple américain en avait... vous savez, le président Obama l'avait déjà promis, le retrait. Le président Trump l'a promis, le président Biden, et l'a fait assez largement, et le président Biden l'a achevé. Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci de votre invitation. C'est un livre formidable. Et ça donne une certaine fierté d'être français, après tout. Vous avez bien fait votre travail. Vous avez bien servi la République. Merci de ce commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. C'est un bon bouquin.